L'association qui organise cette conférence s'appelle l'Institut pour l'éducation financière du public, ou La Finance pour tous, du nom de son site, et a été créée en 2006 à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers, qui est le régulateur boursier, et dont j'ai une représentante à ma droite. Il s'agit d'une association d'intérêt général sans but lucratif et qui est même éligible au mécénat. Donc, tous ceux qui considèrent que l'éducation financière du public, c'est une cause qu'il faut soutenir, ils sont les bienvenus. Je vais repasser la parole à Catherine qui fait partie de l'équipe de la Finance pour tous et qui va animer le débat qui va suivre. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci Pascal. Je vous laisse vous asseoir au fond. Voilà. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Et merci d'avoir choisi de travailler avec nous sur le crowdfunding plutôt que d'avoir choisi la flânerie printanière. Il faut dire que le soleil aujourd'hui est au rendez-vous. Bon, c'est un beau printemps. Donc nous avons choisi le thème du financement participatif, du crowdfunding, pour 2 ou 3 raisons. La première est que ce thème du crowdfunding renvoie au financement de l'économie et aux différents modes de financement de l'économie qui, comme chacun sait dans l'enseignement de l'économie, fait partie du point nodal de l'économie. Donc le financement de l'économie est une des conditions sine qua non du développement économique et de la croissance économique. Et nous essayerons justement, en dernière partie, de faire le lien macroéconomique entre le crowdfunding comme nouveau levier de croissance économique, comme nouvelle opportunité de croissance économique. La deuxième raison qui nous a fait choisir le crowdfunding, c'est que c'est un thème qui peut intéresser et qui intéresse beaucoup les jeunes générations, donc vous, puisque certains d'entre vous sont sans doute en préparation en école de commerce et ont peut-être le secret ou le désir secret de créer une entreprise. Donc là, en écoutant les conférenciers et en particulier les 2 praticiens du crowdfunding, c'est épouvantable. Voilà, donc je disais que le crowdfunding peut permettre à certains d'entre vous d'avoir un projet professionnel de création d'entreprise et de start-up. Et la troisième raison, vous allez voir dans la composition de notre table ronde, nous avons 2 personnes qui pratiquent, si je puis dire, le financement participatif, c'est-à-dire on a une personne, Diara vous la présentera, qui a créé une plateforme de crowdfunding, et il y a une autre personne, un entrepreneur, qui a utilisé les ressources de ces plateformes. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous avons choisi ce thème, qui est un thème qui, j'espère, vous passionnera, vous intéressera. Donc, dans un premier temps, Diara va nous présenter les 4 intervenants, puisqu'il est coutume d'intégrer les élèves, de les faire participer au Printemps de l'économie. Ensuite, chacun des intervenants fera son présentation, 1/4 d'heure, 20 minutes maximum. Et ensuite, nous terminerons par un temps d'échange avec la salle. Donc, je vous demande de garder vos questions, de les noter, parce que vous savez que les idées partent facilement, de les noter pour que vous nous les posiez dans la dernière demi-heure. Donc, je passe la parole à Diara, qui est élève de terminale ES au lycée de Turgot et qui va donc faire la présentation de nos 4 invités. Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous au Printemps de l'économie, organisé par les économiques avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations. Aujourd'hui, notre table ronde qui porte sur le thème du crowdfunding, une innovation financière au service de la croissance, s'inscrit dans le cadre des rencontres de l'IEFP, organisées comme chaque année par l'Institut pour l'éducation financière du public ou la Finance pour tous. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir des invités prestigieux. Alexis Colomb, bonjour. Vous êtes polytechnicien et titulaire de la chaire de finance au CNAM, où depuis 2011, vous êtes responsable du master de finance de marché. Ismaël Lemouel, bonjour. Vous êtes polytechnicien aussi et diplômé d'HEC.
vous avez créé une plateforme de crowdfunding, Eloasso, et lancé en France le Social Good Week afin de promouvoir l'économie sociale et solidaire. Nathalie Lemaire, bonjour. Vous êtes ingénieure, diplômée de l'ESSEC et directrice des relations avec les épargnants de l'autorité des marchés financiers. Et vous êtes spécialiste du financement participatif. Arnaud Blosseville, bonjour. Vous êtes diplômé de l'ENSAD, une école d'art et de design, président de Tidalis, start-up innovante dans les domaines de l'énergie et cofondateur de la société d'ingénierie Fluxys. Alors pour finir, je vais passer le micro à Catherine Fenet. Bonjour. Vous êtes agrégée des sciences économiques et sociales. Vous avez été professeur de sciences économiques et sociales en classe préparatoire ECE, puis inspecteur pédagogique régional dans l'Académie de Dijon. Actuellement, vous êtes responsable du pôle d'éducation nationale à la finance pour tous. Une précision, vous pouvez tweeter vos réactions et poser vos questions en utilisant le hashtag Préco15. Nous vous souhaitons une bonne journée et n'oubliez pas que le printemps de l'économie continue jusqu'au 17 avril. Merci et bonne journée à tous. Un micro qui voyage. Voilà. Donc nous allons commencer notre conférence avec la première intervention de Nathalie Lemaire, donc de l'AMF, qui représente le régulateur. Bien, bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence par un petit sondage. Qui parmi vous a déjà utilisé une plateforme de crowdfunding ou a failli même, ça compte, il n'y a pas de problème, a failli utiliser une plateforme de crowdfunding? Allez, levez la main. Bon, c'est pas mal. Alors maintenant, je vais forcément poser une question complémentaire. Ce projet auquel vous étiez attaché, est-ce que vous avez fait attention à sa nature juridique? Je m'explique. Parmi ceux qui ont levé la main, quels sont ceux qui ont été intéressés par un projet où la contribution était sous forme de don? Ok. Quels sont ceux qui se sont intéressés à un projet pour lequel la contribution était sous forme de prêt, qu'il y ait rémunération ou pas? C'est-à-dire que vous étiez remboursé, normalement, si tout va bien, de ce que vous donniez. Et enfin, quels sont ceux parmi vous qui sont rentrés dans le capital du projet et qui sont donc allés sur un projet sous forme de titre? No one? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas? Ah, il est où, je ne le vois pas. D'accord. C'était juste pour sauver les statistiques, hein. Il m'en fallait un. Et est-ce que parmi ceux qui ont levé la main la première fois, il y en a qui, en fait, ne savent pas sous quelle forme c'était? Non, personne n'osera le dire de toute façon. Bon, alors, merci. Oui, applaudissez le courage. C'est bien. Ça, au moins, c'est de la vraie conviction pour participer à un projet, hein. On ne sait pas ce que c'est, mais on y va quand même parce que c'est une super bonne idée. Donc, effectivement, vous avez des formes en matière de crowdfunding qui sont extrêmement différentes les unes des autres et dont il faut être particulièrement conscient parce que les implications sont totalement différentes. Alors, le premier, le plus courant, hein, c'est pour ça aussi qu'on a eu le plus de mains levées de ce côté-là, c'est effectivement le... Non, pardon, c'est le don. Mais je l'ai peut-être sauté. Bon, c'est le don. On le verra après tout à l'heure. Effectivement, vous avez eu énormément de projets, même avant le nouveau cadre réglementaire dont on va parler tout à l'heure, qui était du crowdfunding sous forme de don, c'est-à-dire que vous contribuez à un projet,
vous n'espérez absolument pas revoir votre argent, mais éventuellement, si le projet aboutit, vous aurez une petite rétribution sous forme d'un disque, par exemple, sous forme d'une invitation, sous forme d'un premier jet du produit, etc., etc. Mais vous voyez bien que sur cette forme-là, l'objectif n'est absolument pas de faire fructifier votre épargne, c'est vraiment une application personnelle que vous avez par rapport à un projet. Dans le même ordre d'idée, vous avez le prêt à titre gratuit. C'est-à-dire que là, vous avez un projet à un moment donné qui est bloqué parce que, par exemple, le boulanger n'a pas suffisamment d'argent pour s'acheter un nouveau four et il va proposer à un certain nombre d'internautes de contribuer à ce projet en lui prêtant de l'argent, sachant qu'il remboursera exactement ce qui lui a été prêté, mais ne versera pas d'intérêt complémentaire. Donc là, c'est la même chose. Vous avez, si tout se passe bien, un espoir de revoir l'argent que vous avez prêté, sauf si, bien sûr, le boulanger, entre-temps, rencontre des difficultés. Mais pour autant, ce n'est pas un objectif d'épargne ni d'investissement, puisque vous ne faites pas fructifier votre capital. Autre forme de prêt, et celle-ci était strictement interdite et ne pouvait pas se développer en France avant le nouveau cadre, c'est le prêt contre intérêt. C'est-à-dire qu'on reprend notre exemple du boulanger, mais là le boulanger dit, bon bah écoutez, si vous me prêtez de l'argent, à partir de ce moment-là, je vous rembourserai, mais je vous verserai en même temps un intérêt de 4, 5, 6% pour rémunérer l'effort que vous faites en participant à mon projet. Donc, le monopole bancaire en France faisait que ce type d'initiative était strictement interdite. C'est lourd, hein, que ce soit en termes de peine de prison ou de peine d'amende, c'est extrêmement costaud. Et il faut savoir qu'il y a eu des jurisprudences qui ont appliqué la loi à partir de 2 prêts par personne. Donc ça va très très vite. Vous prêtez à 2 projets, pouf, vous êtes passible d'exercice illégal du métier de banquier et hop, vous n'avez pas le temps de comprendre et vous vous retrouvez derrière en prison. Donc vous avez un certain nombre de plateformes qui répondent à ces critères, donc don contre don, on en a parlé, un certain nombre de plateformes et quelques exemples. Je suppose qu'il y a des noms là-dedans qui vous parlent et que vous connaissez. Et enfin, la dernière, et je dirais la seule pour laquelle je suis réellement habilitée à vous parler, puisqu'elle est dans le domaine de compétence de l'autorité des marchés financiers, contrairement aux autres, c'est la souscription sous forme de titre. Là, vous devenez actionnaire de l'entreprise porteuse du projet. Vous voyez qu'en termes de philosophie, c'est quelque chose de complètement différent. Un exemple. Vous allez prêter de l'argent à un entrepreneur qui a une idée de business absolument géniale, mais vraiment géniale. Le mec qui va tout déchirer, c'est vraiment un gros succès. D'ailleurs, vous avez illuminé, vous ne vous êtes pas trompé. Si vous avez investi sous forme de prêt, qu'est-ce que vous allez avoir si le succès est là? Vous allez avoir le remboursement du prêt que vous avez consenti, éventuellement avec les intérêts. Point. Si vous participez à un projet sous forme de capital, si ça marche, qu'est-ce que vous récupérez? Eh bien, vous récupérez les actions que vous avez souscrites à la hauteur de ce que sera devenu le projet. Donc, avec potentiellement une espérance de gain beaucoup plus importante si le projet se développe. A contrario, un projet, ça peut foirer également. Donc, si jamais il y a un dépôt de bilan ou ce genre de choses, lorsque vous êtes sous forme de prêt, vous allez perdre éventuellement la totalité de ce que vous avez prêté. Si vous êtes sous forme de titre, également, vous pouvez perdre la totalité de votre apport. Mais vous voyez derrière que l'implication à la fois dans l'engagement de l'entreprise, mais également dans l'espoir, la mécanique de rémunération que vous avez derrière est totalement différente. C'est vraiment une chose qu'il faut garder en tête. Donc, quelques exemples de plateformes qui opèrent avec les titres. Après,
comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Un porteur de projet pourrait aller directement sur Internet et dire « Participez à mon projet, venez, donnez, comme dans certains sketchs assez célèbres, pour la recherche donnée. » Bon, simplement, c'est assez difficile d'y aller comme ça, de rien, de zéro, et c'est beaucoup plus facile de passer par une plateforme qui s'est déjà fait connaître, qui a déjà une politique annoncée de sélection des projets, qui peut fédérer déjà un certain nombre de personnes, que ce soit, ça marche très bien, que ce soit du don, que ce soit du prêt ou que ce soit du titre, hein, là c'est pas le sujet. Et donc de manière générale, vous avez une plateforme qui s'interpose entre le porteur de projet et la personne particulière qui va intervenir sur ce projet. Donc, quel que soit le cas en fait, dans lequel on se situe, le schéma le plus habituel, hein, mais on pourrait peut-être en inventer d'autres, il ne faut pas du tout l'évacuer, le schéma le plus habituel, c'est celui-là. Donc, en termes de réglementation, comme je vous le disais, avant 2015, c'était quasiment une impossibilité de faire de proposer des projets par le biais du crowdfunding, à l'exception des dons et du prêt à titre gratuit, qui eux n'étaient pas brimés par la réglementation en cours. Donc tout l'exercice a consisté à faire en sorte que dans le cadre français, on puisse offrir un équilibre qui bénéficie à la fois aux porteurs de projets, aux plateformes, mais également aux citoyens français, pour que ce soit beaucoup plus facile de monter une plateforme de crowdfunding sans risquer la prison, parce qu'il faut reconnaître quand même que c'est assez dissuasif, de la même manière qu'une amende de près de 400 000 €, ça peut calmer un certain nombre d'ardeurs. Donc de créer un cadre qui puisse accueillir ce type de projet, mais, j'insiste, tout en étant quand même protecteur pour l'investisseur, parce que vous avez bien vu qu'on est sur des sujets qui sont des sujets de conviction, des sujets d'amorçage, et donc qui sont porteurs, mais c'est génétique, hein, c'est pas une tare, c'est pas un problème en soi, mais qui génétiquement sont porteurs d'incertitudes et qui donc sont porteurs de risques. Okay. Donc pour les prêts, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, ça a été très simplement de créer un périmètre dérogatoire dans lequel les plateformes peuvent proposer des prêts de particuliers vers les projets avec un plafond de 1 million € par projet, mais également un plafond de 1 000 € par investisseur par projet. Pour les titres financiers, le sujet était un petit peu plus compliqué parce que vous pouvez tomber dans des réglementations du style prospectus où vous êtes obligé de fournir une documentation qui est extrêmement épaisse, extrêmement contraignante et qui n'est pas très adaptée à un projet qui démarre parce qu'il y a un certain nombre d'incertitudes. Et vous avez également la difficulté qui concernait les plateformes qui pouvaient être qualifiés de services de placement, avec la nécessité, pour aller vite, d'avoir des fonds propres très élevés, donc un blocage à l'entrée. Les nouveaux intervenants n'avaient pas forcément la possibilité de mettre tout cet argent sur la table pour démarrer leur activité. Mais l'objectif était clairement d'avoir un équilibre et de pouvoir assurer la protection de l'investisseur. Comment est-ce que ça a été fait pour les titres? C'est différent du cadre pour les prêts avec intérêt. Vous vous souvenez, pour les prêts avec intérêt, je vous ai dit 1 million par projet, 1 000 € par investisseur par projet. Pour la participation en termes de titres, là, on a toujours 1 million maximum par projet, mais par contre, il n'y a pas de plafond pour l'investissement par particulier. C'est-à-dire qu'un particulier peut très bien décider d'investir 1 000 €, 2 000 €, 10 000 € sur un projet. Et pourquoi? Parce qu'on a fait peser une obligation extrêmement importante sur la plateforme. La plateforme est réputée fournir le service de conseil à l'investisseur. Ça veut dire que si le monsieur, qui tout à l'heure me disait qu'il était le seul à avoir investi sous forme de titre, se rend compte qu'en fait,
la plateforme ne s'est pas enquis de sa bonne compréhension par rapport au projet dans lequel il était en train de mettre le doigt, et que manifestement ce type d'investissement par rapport à votre situation financière, monsieur, de manière générale, ou par rapport à la constitution de votre épargne de précaution, ou par rapport à votre compréhension, vous êtes peut-être fait monter le chou, par exemple, par le porteur de projet, hein, sans avoir compris toutes les implications de votre geste. Eh bien, si la plateforme n'a pas réalisé ce type de vérification, la responsabilité de la plateforme peut être engagée. Et donc, de fait, vous n'avez pas, ce qui a été choisi d'ailleurs par d'autres pays, la protection du plafond, à dire, bon, après tout, c'est pas grave, hein, si on se plante, c'est que pour 1 000 €, mais enfin, que pour 1 000 €, pardon, mais pour beaucoup d'investisseurs, c'est quand même une somme importante. Non, le parti pris qui a été choisi, c'est de dire, c'est la responsabilité de la plateforme qui est donc très importante dans ce domaine-là, de s'assurer que l'investisseur a effectivement bien compris là où il mettait les pieds. J'espère que tout va bien pour votre projet jusqu'à présent, vous êtes content, hein. Bon, si jamais vous avez un souci, je pourrais vous donner des billes. On va rentrer là-dedans. Donc, vous voyez, quand on est sur ce type de sujet par rapport à ce qui vous a été exposé tout à l'heure, sur, de manière générale, la culture financière des Français, on est sur des projets qui peuvent déclencher un réflexe affectif, un réflexe d'intérêt de la part des consommateurs. Et donc, il est extrêmement important d'avoir un équilibre et que l'investissement puisse effectivement être fait en toute connaissance de cause. C'est la raison pour laquelle je vous invite à aller vous promener sur un certain nombre de plateformes. Vous verrez qu'on est extrêmement exigeant sur la façon dont les projets sont présentés, sur la présentation de la politique de sélection des projets de la plateforme et sur les informations qui sont données à l'investisseur. Alors, à l'étranger, vous me direz, là, je vous ai parlé de la France, mais qu'est-ce qui se passe? On dit toujours les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis. Eh bien, les États-Unis, même si le mouvement vient de là, ce n'est pas ce qu'on croit, pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de textes qui sont sortis très vite, sauf que les textes qui permettaient l'application de ces textes n'étaient pas sortis, pour faire simple, ce qui fait que concrètement, au niveau global des différents États, ça n'a pas été mis en place, en particulier le crowdfunding sous forme de titres, à la vitesse à laquelle ça devait être mis. Premier point. Deuxième point, le choix qui a été fait, mais on le verra tout à l'heure sur la partie européenne, qui a également été faite par les Anglais, c'est de dire, oh, on ne va pas mettre d'obligation sur les plateformes de vérifier que l'investisseur a bien compris et qu'il est tout à fait à même d'aller sur ce type d'investissement. Non, on va faire un truc hyper paternaliste. On va dire, eh ben, c'est réservé uniquement à partir d'un certain niveau de fortune et de toute façon, ça ne peut pas représenter plus de X% des revenus ou du patrimoine. C'est-à-dire que vous êtes étudiant, vous êtes intéressé par un projet, vous avez un peu d'argent à placer, eh bien vous ne pourrez pas. Donc ce n'est pas une approche inclusive, alors que le choix qui a clairement été fait par la France et qui a été porté par le gouvernement, c'est d'avoir un modèle qui permette à tout un chacun d'aller à la hauteur à la fois de ses moyens, de ses envies et de ses connaissances vers ce type de projet. Donc, je vais laisser regarder ça. Sur l'Europe, donc les États-Unis, je vous en ai dit un mot, donc c'est le même type d'approche que les États-Unis, donc c'est pas n'importe qui et les montants sont sévèrement verrouillés. Par parenthèse, vous voyez bien que quand on dit à un internaute, dites monsieur, vous êtes sûr que vous n'investissez pas là plus de 10% de vos revenus? Vous voyez qu'on fait porter la responsabilité sur l'investisseur et pas sur la plateforme. Parce que l'internaute, il pourra dire « Oh ouais, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. » Je vous promets, ça ne représente pas plus de 10%. Et donc, si jamais, effectivement, ce n'est pas le cas,
En aucun cas, il ne pourra se retourner pour défaut de conseil vers la plateforme, d'abord parce qu'il n'y a pas de conseil, et ensuite parce que c'est lui qui aura fait, quelque part, une fausse déclaration. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça paraît protecteur, cette histoire de plafond pour l'investisseur, mais en fait, il faut bien avoir en tête que ça ne l'est pas du tout. Et enfin l'Italie, qui est un cas un petit peu particulier, puisque là, le crowdfunding est uniquement réservé à ce qui s'intitule start-up d'innovation. Et pour définir ce que c'est qu'une start-up d'innovation, en termes de texte, eh ben, ça n'a pas été facile. Et du coup, même s'il y avait une certaine ambition, de fait, le crowdfunding ne se développe pas à la hauteur de ce qu'il pourrait faire en Italie. Alors maintenant, so what? Parce qu'on a un cadre au niveau de la France, on a un cadre qui n'est pas le même au niveau de l'Angleterre et de l'Italie, même s'il y a des convergences. Hein, j'ai mis un focus sur les différences, mais vous avez quand même un certain nombre de convergences. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un cadre qui serait un cadre européen et qui permettrait donc à certains projets de trouver des financements, non pas uniquement dans le cadre national, mais au niveau du cadre européen? Vous avez certains statuts en France qui le permettent, mais pas tous. Et clairement, je pense que les prochains enjeux du crowdfunding se trouveront au niveau européen. Merci beaucoup. Merci. Donc nous allons maintenant donner la parole à Ismaël Lemouel, qui est cofondateur de la plateforme Helloasso. Bonjour à tous. Du coup, je ne vais pas revenir très longtemps sur la notion même de crowdfunding, puisque ça a déjà été un petit peu décrit. Très simplement, en un mot, le crowdfunding, c'est beaucoup de gens qui se mettent ensemble pour financer un projet. Et moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est que le crowdfunding, en réalité, existe depuis très longtemps. Ça fait des centaines d'années que des gens se mettent ensemble pour financer des projets. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que depuis l'arrivée d'Internet et de Facebook notamment, la capacité qu'a un groupe à mobiliser autour de lui est très très importante. Et donc, c'est de plus en plus facile d'aller collecter de l'argent, notamment sur Internet. Quelques chiffres. En 2014, juste en France, le crowdfunding, ça représente 122 millions d'euros collectés, tout type de plateformes confondues, hein, que ce soit sur du don, du prêt ou de l'investissement. Et ce qui est intéressant, c'est que la solidarité est historiquement et reste le premier segment entre guillemets sur le crowdfunding, puisque c'est plus du tiers, enfin c'est un petit tiers des montants collectés qui le sont sur des domaines de solidarité. Alors, comment ça marche? Le crowdfunding, c'est assez simple. C'est un porteur de projet qui va lancer sa campagne de crowdfunding. Il y a 3 grosses étapes. La première, qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la préparation de la page de campagne. Si vous allez vous balader sur les différentes plateformes qui ont été citées, vous allez voir des très belles pages, très léchées. Ça ne s'est pas fait en quelques minutes. C'est le résultat d'un travail généralement assez important de présentation du projet, de marketing, et ça peut aller assez loin. Hein. Souvent, la vidéo est un incontournable qui permet de présenter le projet. Donc, on sait que c'est toujours un peu de temps de faire une vidéo, même si je vois beaucoup de Mac dans la salle, donc vous devez être assez habitués. Ça, c'est la première étape. La seconde, c'est bien sûr de communiquer et de mobiliser cette communauté. Et puis ensuite, il y a toute une notion d'animation qui est extrêmement importante, puisqu'une campagne de crowdfunding va se passer entre 1 et 3 mois, enfin, sur une période d'1 à 3 mois. Donc il y a une notion très importante de faire vivre cette communauté et de communiquer à l'ensemble de la communauté sur les différentes étapes de financement du projet. Juste, et c'est probablement ce qui est le plus important à retenir sur une campagne de crowdfunding si vous avez envie d'en lancer une, c'est que ça fonctionne, la collecte fonctionne par cercle concentrique, c'est-à-dire que vous avez une première étape qui consiste à mobiliser votre entourage proche sur votre collecte. L'entourage proche, ça va être les amis, les membres de l'association,
ce qu'on appelle sur l'investissement le love money. Enfin voilà, ça va être vraiment les gens qui sont proches de vous, qui vous font confiance. Et si vous n'arrivez pas à mobiliser cet entourage proche, en fait, votre campagne ne décollera jamais, parce que si même vos proches ne vous font pas confiance, pourquoi est-ce que quelqu'un qui ne vous connaît pas irait vous faire confiance? Donc ça, c'est la première étape à mener de façon... ça se fait souvent par mail ou par échange téléphonique. Là, c'est même pas la peine de poster sur les réseaux sociaux. Et c'est l'étape clé. Normalement, vous collectez à peu près entre 15 et 25% du montant de votre collecte sur ce premier cercle. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que ce premier cercle devient en fait vos ambassadeurs. Chacune des personnes que vous avez réussi à mobiliser, dans notre cas, à faire donner, vous allez pouvoir lui demander de n'être pas qu'un simple donateur, mais de devenir également un ambassadeur de votre campagne. Et donc, quand la collecte a commencé à décoller, de relayer cette campagne sur ses différents réseaux, sur son cercle proche à lui. Et c'est ainsi que ça se propage, c'est-à-dire que le deuxième cercle qu'on touche, ça va être l'entourage éloigné de votre premier cercle qui va rayonner. Et puis ensuite, si vous avez bien fait votre travail de marketing, parce qu'en fait le marketing n'a pas vraiment d'impact sur la première étape, là vous allez pouvoir passer sur le troisième cercle qui est le grand public, où la campagne devient virale et où du coup elle se diffuse toute seule. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, tout le monde rêve un peu de ce côté viral. Il y a quelques exemples assez inspirants et assez rigolos. Également, vous avez probablement entendu parler de cette salade de patates qui a récolté des dizaines de milliers de dollars aux États-Unis. Il faut savoir quand même que c'est des exemples très jolis, mais aussi très anecdotiques. La majorité, l'écrasante majorité même des campagnes s'arrête à l'entourage éloigné et n'arrive jamais à passer cette barrière du grand public parce que elle est extrêmement compliquée à passer. Alors, quelques mots sur ce qu'on fait nous. Donc moi j'ai fondé Helloasso, qui est aujourd'hui la première plateforme de crowdfunding dédiée aux associations. On a souhaité s'intéresser uniquement au secteur associatif pour plusieurs raisons. La première, et ça correspond un peu à ce que vous disiez, c'est qu'il y a aujourd'hui pas mal d'incertitudes et de méconnaissance en fait de ce qu'est la participation sur une plateforme de crowdfunding, et on commence à en sentir les premiers effets. C'est-à-dire que vous avez eu par exemple le cas d'Oculus Rift aux États-Unis qui est assez impressionnant, plusieurs millions de dollars financés sur le projet Oculus Rift sur Kickstarter par des contributeurs, beaucoup de contributeurs, et puis quelques années plus tard, Oculus Rift revendu à Facebook pour 2 milliards de dollars, et à ce moment-là, les contributeurs se retournent et disent mais où est mon argent? Hormis que c'était un don, donc leur argent, il a été donné à Oculus Rift et puis c'est fini. Et donc nous, c'est pour cette raison-là que ça nous paraissait pertinent de se centrer uniquement sur les associations, puisque nous sommes une plateforme de dons. Et puis pour tout ce qui est investissement dans des entreprises, il y a un véhicule pour ça qui est le capital, et c'est ce qui est le plus adapté et le plus légitime à notre sens. Ce qui est compliqué, c'est que c'est pas évident de comprendre ce que c'est une société, ce que c'est du capital. À votre âge, je pense que je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc en tout cas, je vous invite à être extrêmement précautionneux dans les participations que vous faites sur différentes plateformes, parce que quand vous donnez de l'argent et que c'est à une entreprise, si c'est un don, vous ne le reverrez jamais. Donc donnez plutôt à des associations. Quelques chiffres sur les associations en France. On va faire un petit quiz aussi. Qui dans la salle a déjà donné ou adhéré à une association? Ok. Vous êtes assez représentatif. En France, c'est 1 personne sur 2 qui a déjà adhéré à une association ou donné. C'est pas très étonnant, puisqu'il y a un peu plus d'1,3 million d'associations actives en France, qui représentent un budget cumulé de 70 milliards et qui emploient quasiment 2 millions de personnes. Donc c'est un poids économique très très important. D'ailleurs, c'est une association qui nous a réunis autour de la table, qu'on attend avec impatience sur Helloasso. Et donc... Je voulais vous en parler. Et donc, quand je dis un poids économique énorme, en fait, c'est que c'est 70 milliards, c'est 3,5% du PIB. C'est plus que l'agriculture ou l'industrie agroalimentaire en France. Donc voilà, donc les associations sont une des forces vives de la France. Et on a toujours cette image d'Épinal qu'elles sont quasiment exclusivement subventionnées par l'État. C'est pas vrai. En réalité,
réalité, plus de la moitié des ressources financières des associations viennent du grand public et des entreprises, donc sous forme de dons, d'événements, d'adhésions ou de mécénat. Et donc nous, ce qui nous intéresse chez Helloasso, c'est d'accompagner les associations dans leur révolution numérique, parce que comme tous les acteurs économiques aujourd'hui, elles sont fortement impactées par cette révolution qui change pas mal de codes. Et notre métier, c'est d'accompagner les associations dans cette révolution numérique sur un des pans les plus structurels de leur existence, qui est leur financement. Et donc, nous sommes la première plateforme qui permet à toutes les associations françaises de collecter de l'argent simplement en ligne sur les différents types de transactions dont elles ont besoin. Alors aujourd'hui, on sait gérer trois types de transactions. La première, ce sont les dons, et là on est effectivement assez proche de ce que peuvent faire d'autres plateformes de crowdfunding. Donc l'association va lancer une campagne avec un objectif, une date de fin, etc. et va collecter des fonds. La seule petite différence, c'est qu'on n'est pas sur un système de tout ou rien. Ça ne nous paraît pas très adapté pour le secteur associatif. Chez nous, si là vous avez l'exemple du financement d'un camion, si l'objectif est de 20 000 € et puis que l'association ne collecte que 15 000, elle va quand même pouvoir faire quelque chose, elle achètera juste un camion plus petit. Donc on n'est pas dans cette logique de tout ou rien, et chez nous tout l'argent collecté arrive directement à l'association, même si l'objectif n'est pas atteint. La deuxième type de transaction qu'on permet aux associations de gérer, ce sont les adhésions annuelles notamment, où l'association va pouvoir là aussi lancer une page de campagne. On est sur les mêmes codes que le crowdfunding qu'on a adapté, et va pouvoir directement permettre à ses adhérents d'adhérer ou de renouveler l'adhésion, ce qui est un besoin aussi assez important pour les assos. Et puis le dernier volet de notre activité, ce sont les événements. On permet aux associations de gérer leur billetterie en ligne. Là aussi, beaucoup d'associations organisent des événements. Encore une fois, vous en êtes l'exemple. Et donc, on leur permet de simplifier tout ce processus-là. Et donc, juste pour synthétiser, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux associations, on accompagne en fait toutes les associations avec qui on travaille pour leur permettre de se saisir justement de ces logiques du crowdfunding, de s'y adapter, parce que si elles représentent ce poids économique important, mais en même temps, on voit qu'avec ces nouveaux modèles de crowdfunding, les lignes sont de plus en plus brouillées, et donc c'est important que les associations se saisissent de ces outils pour simplement pas disparaître de la carte. On a vu sur les acteurs économiques traditionnels, certains acteurs se faire complètement balayer par la révolution numérique. Ça pourrait très bien arriver à même certaines grosses associations, et donc nous on travaille pour que ça ne soit pas le cas. Dernière spécificité de ce qu'on fait, on a la fierté d'être la première plateforme, et seule à ma connaissance, plateforme de crowdfunding en France et probablement au monde gratuite. Chez nous, 100% des montants collectés retournent à l'association. On ne prend pas de commission au passage, et on repose sur un modèle participatif. On a cherché en fait à s'appliquer nous-mêmes le modèle du financement participatif, et donc on repose sur un modèle de pourboire. C'est-à-dire qu'au moment de la transaction, si vous êtes en train de faire un don à une association sur Helloasso, on va vous indiquer que 100% du montant que vous êtes en train de donner va bien arriver au projet, et vous donnez la possibilité, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, de laisser un pourboire volontaire à Helloasso. C'est un modèle qui marche très bien. Au début, ça ne marchait pas du tout, mais on a pas mal travaillé pour que ça marche. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 60% des internautes qui nous laissent un pourboire quand ils font un don à une association sur Helloasso. Que dire de plus? Un point important, c'est ce business model nous a valu notamment d'être soutenu par l'Élysée il y a maintenant un peu moins d'un an, dans le cadre d'un label qui s'appelle La France s'engage. Si vous avez des associations, d'ailleurs, je vous invite à postuler à ce label, parce que c'est un très très bel accélérateur. Nous, ça nous a fait complètement exploser sur les derniers mois. Et voilà, donc c'est un programme où l'Élysée pousse un certain nombre de projets, qui sont au nombre de 30 pour l'instant, pour leur permettre de passer à l'échelle et de bénéficier au plus grand nombre d'acteurs. Pour finir, juste quelques chiffres
sur Helloasso. Aujourd'hui, on a un peu plus de 5000, les chiffres ne sont pas tout à fait à jour, on a 5300 associations qui utilisent nos outils, un peu plus de 350 000 contributeurs qui sont passés par Helloasso, un peu plus de 300 000 personnes chaque mois qui viennent sur le site découvrir des associations. Et on a dépassé la barre symbolique des 10 millions d'euros collectés il y a quelques semaines de ça. Donc voilà, donc c'est une activité qui est bien en croissance. Et si on recrute, donc si vous avez des connaissances en code, welcome. On a grand besoin de développeurs en .NET. Et si vous avez des envies de marketing, c'est aussi quelque chose qu'on fait pas mal. Merci. Merci. Donc maintenant, on va passer à Monsieur Arnaud Blosville. Bonjour à tous. Alors, je vais faire une petite transition entre ce qui a été dit tout à l'heure sur les différents dispositifs qui permettent de souscrire soit en capital ou sous forme de dons ou de prêts, et ajouter juste une petite parenthèse. Ça, c'est une déformation due à mon ancienne activité dans le domaine de la gestion de patrimoine. C'est un sujet qui n'a pas encore été évoqué, mais qui est un élément qui peut, dans certains cas, déclencher aussi un intérêt pour le financement participatif et l'investissement dans les entreprises. C'est l'aspect fiscal. C'est un point qui n'a pas du tout été évoqué, mais on a parlé tout à l'heure de risques. Alors oui, il y a des risques quand on investit dans une entreprise. On va voir, pour ce qui nous concerne, quelle est l'entreprise qu'on a créée et la façon dont le crowdfunding vient nous apporter un soutien. Mais il faut noter que le risque est en partie, pour certains investisseurs qui ont la chance soit de payer de l'impôt, c'est le moment des déclarations de revenus là, qui vient d'être lancé, soit pour les gens qui ont la chance aussi de payer un peu d'ISF, c'est une possibilité aussi de défiscalisation. Et puisqu'on est dans le cadre de conférences sur le thème du levier financier et des dispositifs existants, je pense qu'en France, le levier fiscal reste un excellent moyen pour soutenir l'innovation et les entreprises innovantes. C'était une petite introduction sur la façon dont on peut aussi, grâce à cet instrument fiscal, accélérer le développement de l'innovation en France et donc la croissance de l'emploi des entreprises. Alors, pour ce qui concerne Tidalis, c'est une start-up que nous avons créée en octobre 2012, elle-même issue d'une société d'ingénierie basée sur la région parisienne et qui développe de l'ingénierie dans le domaine aéro-hydro et le design de produits innovants. L'objectif, quand on a créé cette société, c'était de développer une hydrolienne capable de produire une énergie renouvelable issue des courants marins à un tarif qui ne soit pas un tarif subventionné, mais qui soit celui très rapidement du marché de l'énergie en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, en tout cas c'était notre point de vue, on n'est pas capable rapidement de montrer qu'une source d'énergie renouvelable et une technologie qui extrait de l'énergie renouvelable est rentable, la source, l'entreprise qu'on a créée, va se tarir très vite. Pour ceux qui ont déjà connu la filière photovoltaïque et son histoire en France, on a des centaines d'emplois qui ont été créés et des milliers d'emplois derrière qui ont été détruits très rapidement, parce que le lancement de cette filière-là a été mal engagé. Donc notre postulat de départ, c'est développer une technologie de rupture. On parle beaucoup de transition énergétique. Je ne sais pas si la transition n'est pas un mot inadapté finalement. Je pense qu'il faut aller plus vite, qu'on veut bien le dire, et pour notre part, on considère qu'il faut développer des vraies technologies de rupture qui soient capables d'être crédibles en termes technologiques et également en termes économiques. Et c'est le fondement. Alors, notre constat de départ, c'est que les technologies existantes sur ce marché-là, qui sont encore à l'état de prototype, sont pour l'essentiel assez coûteuses, lourdes, immergées, et donc on s'est posé la question de savoir comment on pouvait créer une technologie pour pouvoir produire un kilowattheure à un tarif acceptable pour tous. Et le tarif acceptable pour tous, c'est le prix que l'on paye aujourd'hui, puisque personne n'a envie de payer sa facture d'électricité plus chère demain. Alors le constat, vous l'avez en gris ici sur le schéma, les technologies existantes, qui sont des technologies de fond. On a donc créé une technologie de surface avec un certain nombre d'avantages, en particulier la captation de l'essentiel de la ressource qui est plutôt près de la surface. Les courants marins sont plus forts à la surface qu'ils ne sont sur le fond. Comme la vitesse du courant influe au cube pour capter la puissance, si vous avez 5 ou 10% de différentiel de vitesse, vous captez beaucoup plus de puissance. Donc voilà en résumé le postulat de départ et la technologie qu'on a développée, qui est une machine de forte puissance,
qui développe 4,5 MW. 4,5 MW, c'est l'équivalent d'une éolienne offshore de 130 mètres de diamètre, hein, pour avoir une petite référence. Donc elle est flottante, efficace, légère, stable. Elle est conçue pour résister aux conditions hostiles du milieu dans lequel on va l'immerger, et elle est adaptable et évolutive. Voilà les caractéristiques de la technologie. Les avantages, donc, pouvoir organiser la maintenance de la machine très rapidement depuis la surface, à la différence des technologies de fond, et pouvoir intervenir sur tout le système en permanence. Alors, on parle un peu d'économie. Le LCOE est un indice que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est le coût réel de l'électricité quand on intègre l'ensemble des éléments, c'est-à-dire la fabrication de la machine, son installation, sa maintenance pendant son cycle opérationnel et puis son démantèlement. C'est un indice qui sert de référence pour évaluer le coût de production des différentes sources d'énergie, renouvelables ou fossiles. Et Bloomberg aujourd'hui considère que les technologies ici représentées en gris sur le bas du schéma actuel sont capables pour l'instant de produire un mégawattheure entre 215 et 335 euros. Ça, c'est l'estimation qui est faite par ce cabinet d'expertise. On a fait le même travail avec Ernst & Young, un cabinet spécialisé dans le domaine à Rotterdam, et avec les extrapolations des résultats d'essais qu'on a pu faire, on serait capable avec cette technologie de produire un kilowattheure entre 5 et 10 centimes, c'est-à-dire au prix d'énergie aujourd'hui que l'on paye quand on paye sa facture d'électricité. Alors, on a eu la chance pour lancer ce projet de bénéficier d'un soutien public assez important. Lorsqu'on lance une entreprise en France, il existe un certain nombre d'organismes, de structures régionales ou nationales qui permettent de vous accompagner dans les premières phases. Et puis après, selon la nature du projet que vous allez porter, selon la technologie, selon le laps de temps qui existe entre le moment où vous lancez votre entreprise et le moment où vous accédez vraiment au business, c'est-à-dire à la vente des premiers produits, il va vous falloir lever des fonds plus ou moins importants. Et c'est là où le crowdfunding va rentrer dans le paysage maintenant pour un certain nombre d'entreprises, et en particulier pour la nôtre. Alors, on a bénéficié bien sûr du soutien des structures d'incubation régionales, la communauté urbaine de Cherbourg, la région, hein, Basse-Normandie, et puis BPI. Et on a eu la chance d'être aussi reconnu pour notre activité d'ingénierie et d'innovation, notamment par le ministère, lorsqu'on a été lauréat du concours en 2013. Alors, l'un des objectifs pour nous, en tant que start-up, c'était aussi d'être identifié comme un acteur de la filière. Pour vous situer, la filière française dans le domaine de l'hydrolien, vous avez des acteurs qui sont des poids lourds dans le domaine de la technologie, Alstom et des CNS, et des énergéticiens qui sont aussi en France des acteurs majeurs, EDF et GDF. Bon. Voilà les gens avec lesquels on va se frotter quand on développe ce genre de technologie. Il faut donc se faire une place au soleil, et inutile de vous dire, face à des géants comme ça, c'est un peu compliqué. Sachant que les deux technologies aujourd'hui développées par Alstom et des CNS sont des technologies qui ont été, à l'origine, achetées à l'étranger. Ce ne sont pas des technologies françaises. Hein. Elles sont aujourd'hui devenues françaises par acquisition. Donc on a fait ce travail de communication. Et puis, après avoir réalisé en 2012, 2013, 2014 un certain nombre de tests, validé le concept, investi plus d'1 million d'euros déjà dans le projet, il nous faut maintenant financer l'étape suivante, qui permettra aux yeux des acteurs que je viens de citer, mais aussi des autres dans le monde entier, de justifier que notre technologie est bien crédible et qu'elle fonctionne en site hostile, en mer, et pendant des cycles longs. On est donc à la phase actuelle, hein, on est en plein dedans aujourd'hui de la levée de fonds. La levée de fonds, elle est de 2,7 millions. C'est le financement nécessaire sur les 2 prochaines années, avant de passer à la phase commerciale et au développement de projets en France et à l'international. Alors, quel type de financement est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer pour une start-up comme la nôtre, ou une start-up en général, ou une entreprise, ou demain peut-être, pour certains d'entre vous, je vous le souhaite, qui auront envie de créer une entreprise. Alors, le premier auquel on pense, c'est évidemment les banques. Bon, alors les banques, on a un rapport en France, mais à l'étranger aussi, mais en France en particulier, un peu compliqué avec les banques. Hein. Alors je vous ai choisi une image qui va peut-être évoquer certains d'entre vous quelque chose.
Elle est issue d'un film que vous avez peut-être vu, hein, Le Capital, avec un acteur qui en plus en ce moment dans le domaine bancaire fait un peu parler de lui. Donc voilà, j'ai choisi cette image-là parce qu'elle elle révèle un peu tous les... Le film lui-même d'ailleurs pointe du doigt quelques excès, mais voilà, elle situe un peu la vision du monde bancaire que l'on a tous un peu. C'est nos copains quand ça nous arrange, c'est pas nos copains souvent, notamment lorsqu'ils nous prennent des frais. Quand on est chef d'entreprise, c'est encore pire. Et il faut apprendre à faire avec. Alors d'autres acteurs existent, donc la BPI en particulier, hein, la Banque publique d'investissement. On peut se poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui la BPI prête à un investisseur ou à une entreprise pardon, à un taux de 4%, alors qu'on sait que la France emprunte à un taux négatif sur les marchés. Bon, on peut se poser cette question-là, en tout cas on se la pose quand on est chef d'entreprise. Voilà. On comprend que la banque publique est une banque. Hein. La Banque européenne, il existe un certain nombre de dispositifs de financement à l'échelle européenne. Alors, je ne vous citerai pas le nombre des dispositifs qui existent, je ne les connais pas moi-même, mais il y a des soutiens importants à l'innovation et au développement de technologies, en particulier pour ce qui nous concerne dans le domaine de la transition énergétique. C'est un des sujets évidemment soutenus de manière très forte par l'Union européenne. Après, l'une des difficultés pour une petite structure, c'est de monter des dossiers. C'est des dossiers qui sont très très complexes. Il faut souvent s'entourer de cabinets spécialisés et mobiliser du personnel pour ça. C'est ce qui fait d'ailleurs souvent que certaines entreprises renoncent à aller chercher ces financements-là lorsqu'il s'agit de financements relativement modestes. Quand les enjeux sont importants, on y consacre les moyens, mais quand c'est des petits montants, c'est plus compliqué. Alors après, il y a la catégorie des business angels ou des investisseurs privés. Alors ici, ils sont en blanc parce qu'on a parfois du mal à savoir qui sont ces gens. Qui sont ces gens? Ce sont parfois des gens comme vous et moi, qui simplement ont un peu d'argent de côté et qui ont envie de soutenir l'économie, soit par conviction, soit parce qu'ils imaginent qu'ils pourront en tirer un profit. En tout cas, ce sont des gens qui sont capables de prendre des risques et de les prendre parfois très tôt, à une période où souvent les banquiers et tous les autres sont absents. On a eu, nous, la chance de bénéficier du soutien d'un business angels, alors hollandais, pas français, mais qui nous a accompagnés dès le début, dès qu'on a créé l'entreprise en 2012. Et pour l'anecdote, on l'a rencontré le 16 août, et le 16 août au soir, il nous disait « j'investis ». Le 31 août, on avait signé un accord, un protocole, et on avait défini la convention qui allait permettre de fonder l'entreprise. Lorsque vous rencontrez des acteurs comme ceux qui suivent, les fonds d'investissement, de manière générale, pour ceux qui se sont livrés à cette expérience-là, ou qui se livreront un jour peut-être, il faut imaginer qu'on vous dit 6 mois, 8 mois avant de commencer à savoir si on va investir dans votre entreprise. Bon. En clair, on vous explique qu'on aura décidé le jour où vous serez mort. Pour une entreprise innovante, une start-up, 6-8 mois, c'est le bout du monde. Donc il faut trouver très rapidement des leviers qui vont vous permettre d'accélérer votre développement. Et ça, c'est l'une des difficultés sur des projets très fortement capitalistiques. Sur des petits projets, quand on va lever 50, 100 000 euros, 200 000 euros, c'est assez facile, on y arrive assez rapidement. Dès qu'on monte sur des investissements à 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros, avec un accès au marché relativement lent, puisque pour ce qui nous concerne, c'est des cycles de 2, 3, 4, 5 ans, sans business pendant ces années-là, donc c'est beaucoup de développement. C'est très compliqué de convaincre les acteurs classiques. Alors, l'une des autres pistes qui existent, c'est les entreprises et les industriels. Un certain nombre d'entreprises, de PME ou de grosses entreprises investissent, alors souvent pour les grosses entreprises par le biais de fonds, en contribuant à la dotation sur ces fonds-là, mais certains industriels français, en particulier dans les régions, se positionnent comme des investisseurs potentiels à partir du moment où ils considèrent que votre projet est intéressant. L'intérêt, c'est qu'en général, on parle le même langage. C'est-à-dire qu'ils ont une sensibilité au produit, à la façon dont on gère l'entreprise, son développement, au business, qui les rend souvent très réactifs. Alors, j'ai volontairement parlé de Made in France ici, fait une petite allusion. Ça reste pour moi un excellent moyen de maintenir de la R&D, de la recherche, de l'innovation et de développer de l'industrie en France. Imaginez qu'on va créer des emplois en France en faisant venir de la production de sociétés étrangères. Je ne sais pas si à ce jeu-là on va gagner longtemps, je ne pense pas, je n'en suis pas convaincu. Notre valeur ajoutée, c'est d'abord le développement ici sur le territoire d'innovation et de projets innovants, et c'est ça qu'il faut encourager.
Je parlais tout à l'heure de l'intérêt fiscal, je pense qu'il y a beaucoup à faire de ce point de vue-là, et le crowdfunding est aussi une solution, une opportunité réelle. Alors les collectivités locales, bon voilà, vous avez entendu comme moi cette semaine l'annonce qui a été faite sur le désengagement de l'État et les conséquences, on va tous payer un peu plus cher. Donc c'est plus compliqué en ce moment d'aller les voir pour les solliciter sur les financements. Et puis le dernier pour ce slide-là, c'est ce que j'ai appelé les OFNI. Alors les OFNI, c'est pas forcément des gens qui sont en odeur de sainteté à l'AMF, hein, parce qu'ils ne sont pas forcément identifiés d'ailleurs. Alors c'est pas les objets flottants non identifiés, on pourrait considérer que pour ce qui nous concerne ça pourrait être le cas. Non, c'est les organismes de financement ou les objets de financement non identifiés. Alors c'est une petite anecdote, mais il faut savoir qu'à partir du moment où vous obtenez une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, sur les médias, sur les plateformes de crowdfunding, ou dans les différentes rencontres que vous pouvez faire avec des industriels, avec des particuliers, ben, rapidement vous êtes identifié comme une source potentielle de profit et de croissance rapide. Bon. Et là, un certain nombre d'acteurs sur des marchés qu'on va considérer comme des marchés non louables, hein, vous identifient et cherchent à investir dans votre entreprise. Voilà. On a été sollicité par plusieurs interlocuteurs qui a priori avaient une façade officielle, hein, et on s'est aperçu que finalement c'était du blanchiment d'argent. Alors c'est une anecdote, mais il faut considérer que quand on est chef d'entreprise, qu'on cherche à lever des fonds sur des montants importants et qu'on est sollicité par un investisseur qui vient vous voir avec une mallette dans laquelle il y a 2 millions d'euros en liquide, on peut se poser la question de savoir d'une part d'où ça vient, mais on peut être tenté. Et c'est un des risques que certains entrepreneurs peuvent prendre, et surtout quand on est jeune, on ne mesure pas forcément toujours les conséquences. Il faut faire très attention à ce genre de choses. Et les plateformes de crowdfunding aujourd'hui sont des moyens pour ce genre d'acteurs de repérer des projets. Parce qu'ils considèrent que la sélection a déjà été faite par la plateforme, et donc entre guillemets pour eux, le risque est un peu diminué. Voilà, c'était une petite parenthèse sur le financement illicite. L'expertise d'une plateforme et le conseil, c'est un des points qui nous a été, qui a été pour nous essentiel quand on a commencé à lancer cette campagne. On a des plateformes régionales qui existent, des plateformes nationales qui sont plus ou moins connues et efficaces. Quand vous vous engagez dans cette démarche-là, vous cherchez d'abord une plateforme qui soit en phase avec votre activité ou à qui le projet va parler et qui ait une expérience de levée de fonds, surtout dans les montants qui vous intéressent. C'est très compliqué d'aller solliciter une plateforme qui fait des levées de fonds à 40-50 000 euros lorsque vous cherchez 500 000 euros ou 1 million d'euros. Donc ça c'est un premier point, donc une expertise dans les levées de fonds et du conseil. Comment mettre en place cette levée de fonds-là, comment l'organiser, comment l'orchestrer, vous aider à mettre en forme la communication, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est un point essentiel, puisque vous allez solliciter différents acteurs qui vont venir visiter votre page, donc la rendre attrayante, expliquer le projet de façon pédagogique. Sur des projets très technologiques, ça peut être assez compliqué. Alors, la visibilité importante de la plateforme et les références existantes, donc ça je viens de l'évoquer. Le réseau, de quel réseau dispose la plateforme? Est-ce qu'il y a un réseau important, accessible rapidement, ou est-ce que c'est un réseau qui est en création? On peut donc imaginer que s'il est en création, il faudra plus de temps pour arriver à lever les fonds et arriver aux mêmes objectifs. La plateforme, est-ce qu'elle met à disposition une équipe expérimentée, dédiée à votre opération, hein, c'est-à-dire avec laquelle vous allez pouvoir échanger en permanence pour pouvoir améliorer ou dynamiser l'activité de la levée de fonds? Et puis, la sélection. Alors ça, c'est un passage, ça a été aussi évoqué tout à l'heure, le passage de la sélection selon les plateformes qui est plus ou moins exigeante. Je crois que chez Anaxago, ils ont un taux de sélection de projets qui est de l'ordre de 3 ou 4%, il me semble, par rapport au nombre de projets qui leur sont présentés. Ça veut dire qu'on est passé par une phase assez longue d'analyse, de discussion, d'écoute, dans laquelle ont été passés en revue les différents aspects du projet, économique, technique, la propriété industrielle. À partir du moment où vous investissez dans une entreprise qui vise de se développer avec une nouvelle technologie, il faut vérifier que le travail de protection a bien été fait. Et évidemment, ce travail-là qui est fait par la plateforme
est difficile et beaucoup plus difficile à faire par un particulier lui-même ou par un investisseur. Donc c'est aussi un gage pour les investisseurs futurs de la sécurité relative de leur investissement, puisqu'on ne peut pas parler de sécurité pour ce qui concerne ce type d'investissement. Le montant de la levée de fonds est fixé, mais aussi le montant de la souscription. C'est-à-dire à quel niveau d'investissement on va laisser rentrer les candidats. Et puis la valorisation de l'entreprise. Alors ça concerne directement les porteurs de l'entreprise, les fondateurs de l'entreprise. Quelle est la valeur de l'entreprise à un moment où on la met sur le site en ligne, puisque cette valeur va déterminer pour 1 000 € versés, quelle sera la part que l'investisseur va pouvoir récupérer en contrepartie, et donc potentiellement sa plus-value éventuelle lorsque les titres seront vendus dans 5, 10 ou 15 ans, lorsque l'entreprise sera valorisée. Alors ça, c'est un exercice qui est assez compliqué. Déterminer une valorisation, il y a différentes règles qui existent. Donc on fait un travail commun avec la plateforme qui fait sa propre analyse, et puis après on discute, et puis on se met d'accord. Ça prend parfois un peu de temps, selon les projets. On argumente. Et puis l'animation dynamique de la campagne, qui est un élément essentiel, puisque il faut là encore faire parler de vous. Il faut faire parler les investisseurs potentiels entre eux. On a participé à différentes manifestations et on s'aperçoit que les premiers investisseurs qui ont investi les premières semaines ont discuté avec d'autres et viennent accompagner pour leur présenter le projet. Alors, je dirais que l'aspect humain est intéressant aussi parce qu'il n'y a rien de plus motivant pour une équipe qui porte un projet, une entreprise depuis plusieurs années, de pouvoir parler de son projet et de voir qu'en face ça réagit positivement. Voilà, ça c'est un élément essentiel, ça met du baume au cœur au chef d'entreprise et à l'équipe et ça fait du bien. En dehors du capital qui est apporté, il y a l'aspect humain aussi, la dimension humaine qui fait du bien au chef d'entreprise. Alors pour terminer les résultats pour l'entreprise, donc la totalité de la démarche c'est environ 6 mois, des premiers contacts jusqu'à la phase actuelle. La durée de la campagne fixée initialement c'est 3 mois. L'objectif qu'on avait fixé, c'était 500 000 €. Le montant minimum à la souscription par personne, c'était 2 000 €. Le nombre de followers sur le projet, donc 600 au cours de la campagne. L'accès au dossier validé, 282. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, l'équipe dirigeante de l'entreprise va gérer les demandes de contact. Puisque lorsque vous mettez un projet en ligne comme ça, vous ne donnez pas accès libre à n'importe quel internaute aux documents confidentiels de l'entreprise. Donc il y a une démarche d'abord de demande de l'internaute d'accès au dossier. Ensuite, on vérifie un certain nombre d'informations sur cet internaute. Il faut savoir évidemment qu'on a refusé quelques accès à des personnes qui étaient potentiellement annoncées comme investisseurs, mais qui en fait étaient directement nos concurrents. Il n'y a rien de tel que d'aller chercher les informations à la source. Et après, une fois que vous avez ces gens qui ont validé leur demande d'inscription et que vous leur avez donné l'accès au dossier, ils décident ou pas d'investir sur le projet. Aujourd'hui, on a 112 investisseurs confirmés et le montant de la levée de fonds est de 520 000 €, donc on a atteint l'objectif qui avait été fixé initialement. Alors, quel effet de levier? C'était l'objet de mon intervention. D'abord, réaliser un audit de l'entreprise, de sa technologie, de ses produits, de son modèle économique, et tester aussi l'appétence du public pour le projet ou pour le produit. Est-ce que ce produit-là, finalement, il reçoit un accueil favorable? C'est d'ailleurs aussi réalisé dans la phase de test. Avant de lancer la campagne, il y a une première phase de test qui est faite pour voir si ça réagit favorablement sur le web. Lever rapidement des fonds. J'expliquais tout à l'heure qu'on court après l'argent en permanence quand on est chef d'entreprise et qu'on innove. C'est le moteur de la recherche et du développement et du projet. Et plus on arrive à lever ces fonds rapidement et à être efficace, plus c'est intéressant pour nous, parce qu'on gagne du temps. Et le temps qu'on ne passe plus à courir après cet argent-là, on peut vraiment le consacrer au développement de l'entreprise. Rassurer et décider les autres financeurs potentiels. Alors c'est malheureux à dire, mais il faut considérer que les acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, pour l'essentiel, ont parfois du mal à se décider sur les projets. J'évoquais le temps qu'il leur faut pour prendre une décision. Le fait d'avoir 100, 200 personnes, 300 personnes qui s'intéressent à votre projet, qui décident d'investir dans votre projet, pour certains des décideurs des fonds d'investissement, par exemple, des banques, c'est un élément favorable, c'est un signal favorable
qui permet d'aider à la décision. C'est jamais le seul élément, mais ça peut être un élément déclenchant, de voir que d'autres ont fait une analyse dans le même sens. D'abord l'analyse qui est faite par la plateforme elle-même, qui a aussi valeur de test pour eux, et puis le succès de la campagne, qui fait que derrière, ils vont avoir plus facilement tendance à vous accompagner. Et je conclurai sur ce dernier point. Malheureusement, ça ne comble pas le déficit de dispositifs de financement de l'innovation et des entreprises et des startups en France. Il y a un très gros déficit de ce point de vue-là. Les outils manquent encore. Il existe un certain nombre de fonds, j'en ai parlé. Le problème, c'est que ces fonds-là sont eux-mêmes financés par de grosses entreprises. Et lorsque vous êtes sur un marché comme celui de l'énergie, vous pouvez difficilement aller solliciter un fonds dont le financeur est votre concurrent direct. Donc, il manque de dispositifs de financement suffisamment indépendants pour financer une entreprise innovante dans les phases d'amorçage. Je parle bien d'amorçage. Et malheureusement, le crowdfunding est peut-être aujourd'hui un outil qui est un prétexte pour les fonds d'investissement ou les structures classiques pour se désengager de l'investissement au niveau d'amorçage dans les entreprises. Voilà. Ça, c'est regrettable. Je pense que c'est une déviance peut-être à laquelle on est en train d'assister parce que c'est plus facile d'attendre pour un fonds d'investissement et de dire bah voilà, il y a d'autres dispositifs. Laissons les particuliers prendre ce risque et nous on verra plus tard. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à notre dernier intervenant, Alexis Collomb, qui va nous faire une synthèse. Oui, merci beaucoup. Je vais essayer d'être très rapide parce que beaucoup de choses, l'essentiel, je crois, a été dit par les trois intervenants précédents. Et puis, je pense que vous avez tous envie de passer à une session de questions-réponses rapidement. Donc, j'essaierai d'être très bref. Je me permets juste de dire bienvenue, encore une fois, au nom du CNAM, à la Finance pour tous. C'est la deuxième ou troisième année que nous faisons cela au sein du Printemps de l'économie. C'est toujours un plaisir. Et aujourd'hui particulièrement parce que je trouve que on a trouvé que le thème était extrêmement pertinent pour en plus je pense une bonne majorité d'entre vous, le public qui est un public de jeunes et qu'on est vraiment ravis d'avoir ici. Vous êtes les entrepreneurs, les innovateurs d'aujourd'hui, enfin de demain et peut-être certainement déjà d'aujourd'hui. Alors je commencerai par ça en fait. Moi ce que je trouve assez fascinant avec le crowdfunding, c'est que quand j'étais à votre place il y a 20 ans, il y avait, je pense qu'il y avait déjà, moi je connaissais, j'avais autour de moi des entrepreneurs, mais il y en avait très peu et ils avaient beaucoup moins de possibilités qu'avant. Donc je voudrais vous dire juste trois choses en fait, sur d'abord le bouclage macroéconomique et l'intérêt du crowdfunding pour le financement de l'économie. Ensuite je vous parlerai un peu des problématiques économiques du crowdfunding, je dirais les avantages et les inconvénients, et puis dernier point, les implications pour le système bancaire et pour non seulement bancaire, même aussi assurantiel, et un certain nombre de problématiques qui ont déjà été évoquées en grande partie, en particulier par Nathalie Lemaire. Sur le financement de l'économie, on avait ce matin une table ronde sur la régulation financière avec Christian de Boissieu et François Valérian qui ont justement, et on s'est arrêté en fait sur ce point d'une certaine manière, qui était, on a des problèmes en France, on le sait tous depuis plusieurs années, Arnaud Blosville vient de le rappeler, pour le financement de l'innovation et le financement en particulier des micro ou très petites entreprises, des PME et ce qu'on appelle aussi des entreprises de taille intermédiaire. Alors, la crise financière, bien entendu, n'a rien résolu à cela. Au contraire, à cause des renforcements des réglementations de Bâle, Bâle 1 est devenu Bâle 2, puis est devenu maintenant Bâle 3, et Solvabilité 2 pour les assurances, comme ça a été évoqué, les grosses institutions qui ont énormément d'argent à investir, que ce soit les banques ou les assureurs, pour différentes raisons, des règles prudentielles en général et une réglementation qui peut très bien se comprendre, mais ont beaucoup moins intérêt
à investir en particulier dans les entreprises les plus risquées, les plus intéressantes, les startups, innovantes. Donc pour ça, de ce point de vue, déjà, le crowdfunding, même si ça a été évoqué, quelques centaines de millions d'euros, je crois, cette année dans la zone euro, et que ça reste des montants très marginaux, ça connaît une croissance exponentielle. Donc la question, c'est qu'est-ce que va devenir le crowdfunding, où on sera la finance participative dans toutes ses formes dans 2 ou 3 ans. Mais je pense que c'est vraiment un point essentiel. Le crowdfunding a un bienfait sociétal, Ismaël l'a bien montré pour les associations et la vie associative en France qui est considérablement développée. Ça vous permet de faire localement des choses que vous étiez incapable de faire avant, qu'on était incapable de faire avant. Alors, qui existait, certes, ça a aussi été dit, mais justement, grâce à la transformation digitale et aux capacités numériques qu'on a, on peut faire des choses littéralement extraordinaires. Et je pense d'ailleurs, moi c'est pour ça que je suis ravi d'être là aujourd'hui, c'est qu'on est au départ de la courbe, et que je pense que la transformation risque d'être très puissante et d'être une vraie lame de fond. Alors, le deuxième point maintenant sur les problématiques économiques. Juste pour vous, prêteurs ou emprunteurs, peut-être que, bon, je ne vais pas vous faire un cours d'économie bancaire qu'en plus je serais mal en point de vous faire, mais enfin, je connais quand même certaines choses et qui vous ennuieraient, mais sur les fonctions traditionnelles de la banque et du financement de l'économie, du crédit. La première chose, le crowdfunding, comme vous le savez, quand vous prêtez ou quand vous empruntez, il y a en général une asymétrie d'information entre l'emprunteur et le prêteur. Alors, l'une des beautés de la finance participative, c'est que d'une certaine manière, elle peut permettre aux prêteurs les plus qualifiés de trouver les emprunteurs les plus qualifiés. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous. Par exemple, quand Grégoire va sur ma major company pour essayer de trouver des fonds pour lancer sa musique, bon, si vous pourriez être producteur musical extérieur et vous dire est-ce que je vais financer ce bonhomme ou pas. Et comme ça a été dit, vous pourriez traîner pendant 3 mois, 6 mois, vous ne savez pas. Bon, si tout à coup vous voyez 50 jeunes d'une classe ou d'un lycée qui se mobilisent chacun pour prêter 10 euros ou 20 euros à ce chanteur, vous savez tout de suite que ça va être un succès. Ça sera peut-être éphémère, etc. Mais voilà. Donc, l'une des beautés du crowdfunding aussi d'un point de vue économique, c'est que ça réduit d'une certaine manière ces asymétries d'information. Et vous êtes investisseur ou prêteur, mais vous êtes aussi, et ça a été très bien dit précédemment, ambassadeur d'une certaine manière de ce dans quoi vous investissez. Alors, il y a ensuite d'autres problématiques de profil de risque, des investissements, etc. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Je crois que il y a un point sur lequel il faut insister, c'est, vous l'avez très bien compris, ne faites pas n'importe quoi. Nathalie Lemaire l'a bien rappelé, on cherche en particulier en France, je crois, je parle sous son contrôle, non seulement à avoir une finance participative qui soit accessible pour tous, donc avec une réglementation qui est très ouverte, d'une part, mais d'autre part aussi s'assurer qu'il y a une protection du consommateur, et la CPR, l'AMF et la CPR ont des cellules en place pour vous protéger, enfin pour nous protéger. Bon. Alors ensuite, savoir jusqu'à quel degré ça, je passe, et on pourrait avoir des débats sur, bon, par exemple, si on vous demande est-ce que vous êtes en mesure d'investir ces 1000 euros et que vous dites oui, et qu'ensuite ça s'avère que c'est une catastrophe parce que vous avez mal géré votre portefeuille, les responsabilités sont probablement partagées. Bon. Mais sur donc les deux fonctions importantes des banques que le crowdfunding en fait auquel le crowdfunding apporte des solutions très nouvelles, très intéressantes. Les banques autrefois c'était une intermédiation. C'est une fonction d'intermédiation. Le banquier commercial était censé mettre en rapport des prêteurs avec des emprunteurs. La transformation digitale est telle que, je l'ai déjà dit, il y a une espèce de démultiplication des moyens et des mises en relation et des effets de réseau, les réseaux sociaux, etc., que là, il y a véritablement une transformation fondamentale qui rend aujourd'hui des choses qui n'étaient pas hier possibles, des choses qui n'étaient pas hier. Maintenant, la deuxième fonction d'une banque traditionnelle, c'est ce qu'on appelle la transformation de maturité. Alors c'est là aussi où, pour la finance participative, à mon avis, il va y avoir des défis
Transformation de maturité, ça veut dire quoi? C'est qu'en général, vous, à court terme, vous êtes prêteur, vous avez des épargnants. Quand vous allez mettre votre argent à la banque, vous pensez pouvoir la retirer à tout moment, et en général, vous avez des horizons et des impondérables et des horizons des maturités qui sont beaucoup plus courtes que les emprunteurs, qui en général sont des entrepreneurs, etc., qui eux veulent pouvoir bénéficier des fonds qu'ils ont reçus sous forme de prêts, etc., capital, sur de plusieurs années. Donc cette fonction de transformation de maturité courte des prêteurs qui sont transformés en maturité longue des emprunteurs, traditionnellement, ce sont les banques qui les ont assurés. Et il y avait, avec un risque qu'on a vu au moment de la crise, en particulier en fin 2007, il y a eu encore ce qu'on appelle les anglo-saxons appellent une banking run avec la banque Northern Trust, où vous avez un certain nombre d'épargnants et de dépositaires qui sont allés, dans un mouvement anticipatif de panique, retirer leur argent d'une banque. Alors, pour remédier à ça, vous le savez tous, je vais très vite, il y a une garantie de l'État qui est imposée. Et cette garantie de l'État, elle crée un aléa moral. Un aléa moral qui est que les grandes institutions, ce qu'on appelle les too big to fail institutions, etc., qui sont adossées aux États, les banquiers, etc., ont des incitations qui sont telles qu'ils peuvent prendre beaucoup plus de risques, en fait, qu'ils ne devraient le faire. Alors, vous me diriez, oui, tant mieux d'une certaine manière, ça veut dire qu'ils vont être très agressifs dans le financement de l'économie et les risques qu'ils prennent. Mais en réalité, ce qu'on a observé depuis la crise, c'était que même si la politique des banques centrales, et même encore récemment de la BCE, de quantitative easing était importante, ça ne voulait pas dire pour autant que l'argent, d'une certaine manière, les richesses qui étaient transférées des banques centrales aux banques nationales étaient forcément transférées in fine vers les entreprises et les innovateurs. Et ça, c'est un vrai problème auquel je pense que la finance participative, en tout cas je l'espère, va certainement contribuer à apporter des réponses, des réponses très, très intéressantes. Donc, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais moi je terminerai en évoquant en particulier ce qui se passe aujourd'hui, je crois, dans le monde bancaire, le monde assurantiel aussi, mais je dirais l'ensemble des institutions financières. Comme ça a été évoqué par Arnaud, je crois qu'on est à un moment un peu fourche, en fait, où jusqu'à maintenant, la finance participative avait été un peu ignorée par les grands groupes, parce que c'est compréhensible, les volumes étaient tels qu'il n'y avait pas vraiment de raison de s'y intéresser plus que cela, mais qu'on est en plein changement de paradigme, parce que je pense que beaucoup d'acteurs ont bien compris l'importance et le changement structurel profond, notamment sur le monde bancaire, que la finance participative peut amener. Et les régulateurs aussi l'ont très bien compris, puisque la France a été l'un des premiers pays à mettre en place donc, cette loi, et ces efforts, cette réglementation qui a été évoquée par Nathalie Lemaire. Mais voilà, moi je pense qu'on est à un moment fourche qui est très intéressant. Pas plus tard qu'hier, Citigroup d'ailleurs a annoncé un accord de 150 millions de dollars avec Lending Club. Lending Club, c'est l'un des plus gros, c'est l'un des pionniers dans ce que les anglo-saxons appellent le peer-to-peer lending, enfin le prêt entre particuliers, qu'on peut considérer comme l'un des modèles de la finance participative, du crowdfunding qui a déjà été évoqué. Et ça montre bien que tout à coup, les grosses institutions sont en train de comprendre que cette fonction de prêt entre particuliers, elle est littéralement en train d'exploser
Et eh bien, ils ne veulent pas, ils risquent, s'ils ne sont pas impliqués là-dedans, de passer complètement à côté d'un train de réforme aux conséquences, à mon avis, aux conséquences profondes. Voilà, donc je m'arrêterai là, mais je pense, pour résumer, si vous voulez, que la finance participative a un certain nombre de défis à relever, qu'on pourra évoquer là tout à l'heure dans la séance de questions-réponses, mais en tout cas est un bienfait économique, social et sociétal considérable. Et je crois, je terminerai là-dessus, qu'on n'en voit que le début. Enfin, pour vous, le début, vous l'avez, c'est déjà, ça fait déjà quelques années, mais ça va s'accélérer très très vite.